Morning News. L'avenir de Barkhane au menu du sommet du G5 Sahel, les détails dans un instant. Les hommes de médias à l'école de la loi sur la cybercriminalité, vous en saurez plus avec Eladj Malik Giteya. L'actualité internationale nous conduira en Afrique du Sud où nous évoquerons l'arrestation de Jacob Zuma pour outrage à la justice. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal sur Joliba TV News. Aider les hommes de médias maliens à s'approprier la nouvelle loi sur la cybercriminalité, c'est le souci du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui organise du 8 au 9 juillet un atelier de formation sur la question. Cette formation a débuté hier à la Maison de la Presse. Reportage Eladj Malik Giteya. Outiller les acteurs de la presse sur la loi portant répression de la cybercriminalité, c'est le but d'un atelier de formation organisé par le ministère de la Justice en partenariat avec la Maison de la Presse. Durant 2 jours, les hommes des médias vont échanger avec les acteurs de la justice sur les contours de cette nouvelle loi. Vous savez que les progrès scientifiques et techniques ont fait que ces derniers temps, il y a eu un développement spectaculaire des moyens de communication. Avec ce développement des moyens de communication, les hommes des médias sont amenés à travailler sur Internet. Et la loi sur la cybercriminalité s'intéresse effectivement à ces aspects-là. Donc il est important que nous nous approprions cette loi, que nous échangions avec les acteurs de la justice sur cette loi et que les uns et les autres comprennent les tenants et les aboutissants. Adoptée en 2019, cette nouvelle loi abroge l'ancienne portant sur le régime de presse et d'élus de presse. La gravité et l'ampleur du phénomène ont conduit, fort heureusement, le législateur malien a adopté la loi numéro 2019-056 du 5 décembre 2019 portant à répression de la cybercriminalité. Cette loi qui a fait évoluer énormément les concepts a permis de combler les insuffisances du code pénal et de la loi numéro 00046 ANRM du 7 juillet 2000 portant un régime de presse et délit de presse. Selon le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, il est indispensable de lutter contre ces fléaux. Par les moyens dont ils disposent et souvent par leur organisation, les cyberdélinquants constituent une réelle menace pour la paix, la cohésion sociale et les bonnes mœurs de notre société. Il nous revient de lutter efficacement contre eux afin de préserver et de protéger l'ordre public et les droits et libertés des citoyens. La cybercriminalité désigne toute infraction commise au moyen des technologies de l'information et de la communication. Et la loi numéro 2019-056 a pour objet de déterminer les infractions relatives à cette dernière, ainsi que la procédure suivie en la matière. Comme évoqué dans les titres, le sommet du G5 Sahel est prévu ce vendredi 9 juillet 2021 par visioconférence. Ce sommet arrive après l'annonce de la fin de l'opération Barkhane et la reprise de la coopération militaire entre le Mali et la France. Les enjeux du sommet avec Aruna Saliakoni. Emmanuel Macron a récemment annoncé un prochain désengagement militaire progressif de la France au Sahel. La force anti-djihadiste française, Barkhane, composée actuellement de 5100 hommes, va disparaître au profit d'un dispositif resserré, focalisé sur la lutte antiterroriste et l'accompagnement au combat des armées locales. Ce sommet pourrait apporter de nouveaux détails sur le réajustement annoncé de son dispositif militaire. Selon certains observateurs, l'objectif militaire de Paris est de diviser par 2 le nombre de soldats français au Sahel d'ici janvier 2023. Cette occasion du sommet permettra à Emmanuel Macron de préciser les futurs désengagements militaires de la France au Sahel. Mohamed Bazoum sera à ses côtés à l'Élysée. Le président nigérien prendra part par visioconférence à son premier sommet du G5 en tant que chef d'État. Le sujet du G5 préoccupe. Il était d'ailleurs au centre de l'audience que Macron a accordée le lundi dernier à l'Élysée à Mohamed Idriss Déby, le président du Conseil militaire de transition au Tchad, qui est actuellement à la tête du G5 Sahel. À 8 ans de présence militaire française au Mali, force est de constater que les groupes terroristes ont étendu leurs emprises. Le bilan est assez mitigé pour certains spécialistes du Sahel. Ce retrait de Barkhane est considéré par beaucoup comme un aveu d'impuissance face à la menace terroriste. Il revient donc à la France de clarifier sa position
et de rassurer ses partenaires dans cette lutte contre le terrorisme. L'École nationale de police a abrité ce jeudi la sortie de la 27e promotion des officiers de police. La promotion est baptisée Feu Sergent-Chef Adama Moussa Koulibaly. Notre reporter Adama Sanogo a pris part à la cérémonie. Ils étaient au nombre de 1734 sous-officiers de police, dont 343 personnels féminins, à prêter serment. Ces sous-officiers sont désormais opérationnels pour servir le pays. Aux élèves sous-officiers de police, ce métier noble de policier incombe beaucoup de sacrifices vis-à-vis des populations, voire du pays. Aussi, dirais-je, vous venez de ces populations et à la retraite, vous y retournerez. Ces populations constituent des choses à nos yeux. Tout fonctionnaire de police sait qu'en s'engageant dans nos rangs, il accepte de faire don de sa vie à la nation en protégeant nos concitoyens. Être fonctionnaire de police n'est pas un métier comme un autre, car au cours de ses missions, il pourra lui arriver de devoir faire face aux dangers même mortels. Les élèves sous-officiers de la police par la voix du major Koniba Samake se disent prêts et engagés pour relever le défi, celui de la sécurisation des personnels et de leurs biens. J'ai l'insigne honneur de représenter ici les 1734 nouveaux sous-officiers de la police nationale, tous revêtus en tenue uniforme, prêts à défendre les institutions de la nation, car nous avons été outillés. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a également expliqué l'importance de la police de proximité. Aujourd'hui, nous devons accentuer l'aspect police de proximité parce qu'on a aujourd'hui besoin de la confiance, de l'adhésion de la population. Parce qu'aujourd'hui, la population a besoin de se sentir rassurée, de se sentir en sécurité et de se sentir en bonne relation avec la police. La présence de 1734 sous-officiers sur 1736 s'explique par le décès de 2 sous-officiers de police au cours de la formation. Un hommage leur a été rendu. L'émotion était au rendez-vous pour cette sortie de promotion. La 3e vague du coronavirus est en pleine expansion en Afrique avec le variant Delta. Selon les spécialistes, le nouveau variant présente des signes féroces qui pourraient avoir des conséquences plus néfastes que les 2 premières vagues. Reportage Aminata Chektal et Abdoulaye Koniba Konaté. La vitesse de contamination et la propagation galopante de variants plus contagieux modifient considérablement la nature de la menace qui pèse sur l'Afrique, a expliqué lors d'une conférence la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Matshidiso Moeti. Déjà présent dans 96 pays, dont 16 pays africains, la plupart d'Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre, surtout la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud qui sont désormais considérés comme zone rouge, ce variant a connu une hausse considérable de 25% en 6 semaines selon l'Organisation mondiale de la santé. Dans le même temps, les décès ont augmenté de 15% dans 38 pays du continent noir pour atteindre près de 3000 décès. Quand on se réfère au dernier bulletin épidémiologique de l'OMS, le variant Delta est susceptible de se propager dans un plus grand nombre de pays africains. Par ailleurs, la propagation extensive de ce variant en Afrique peut s'expliquer en partie par le faible taux de vaccination, mais aussi de la banalisation du Covid-19 dans la majeure partie des pays africains. À présent, parlons littérature. La librairie Par Terre est le lieu idéal pour la jeunesse pour se procurer des livres à bas prix. Les vendeurs de leur part se disent satisfaits de la clientèle. Zoom sur quelques endroits de vente avec notre reporter Adama Sanogo. Ils sont nombreux au bord des goudrons à Bamako en train de vendre les bouquins composés de plusieurs genres littéraires. Même si l'on dit que le Malien n'a pas l'habitude de lire, force est de reconnaître que les livres Par Terre ou librairies Par Terre pour certains font une bonne vente. Ces vendeurs de livres à Dibidani avouent que le prix est abordable pour le citoyen lambda.
vendons à tous les prix. 2000 francs, 2500, 1000 francs. Nous avons même les livres de 250 francs. Ouais, si c'est moins cher. C'est moins cher. Tout ce que vous voulez, comme les livres pour les fournitures, on a tout ça ici. Quoi. Comme vous voyez, c'est voilà les livres. On commande les prémaler jusqu'à terminal. Même les livres supérieurs, là, nous, on vend ça. Pour certains jeunes vendeurs, cette méthode de vente de livres est très bénéfique pour les jeunes lecteurs et vendeurs. La vente permet d'abord à la jeunesse de lire. Ça permet aussi aux vendeurs de prendre en charge leur famille à la vente de ces livres-là. Moi, je crois que ces deux aspects même permettent à un pays de se développer. La lecture, c'est quelque chose de très positif pour une nation. Bon, la vente aussi, moi je crois que c'est bénéfique pour les vendeurs. Sur la colline du Savoie ou encore Badalabougou, les jeunes étudiants se bousculent pour l'achat de ces livres par terre. Selon eux, le prix est raisonnable. Ces livres-là, pourquoi chaque fois je viens payer, parce que c'est moins cher quoi, par rapport là où le stockage est fait. Donc si nous venons ici, nous trouvons aussi facilement les livres que nous cherchons. Donc en plus, le prix vraiment, ça répond à notre besoin. Bien vrai que la vente de ces livres soit bénéfique pour ces vendeurs, il faut aussi reconnaître qu'ils rencontrent des difficultés, notamment les problèmes de place. Le dossier de la rédaction nous conduit à Fana, située sur la route nationale 6. Fana est une zone carrefour entre Bamako et Ségou. Fondé en 1882, il est aujourd'hui tristement connu à cause des vagues de décapitation qu'a connu la ville ces 2 dernières années. Découvrons Fana avec Aruna Saliakone. Soyez les bienvenus à Fana, la tristement célèbre. Fana a été fondée en 1882 par 2 chasseurs. Le nom de la ville est inspiré de Kafana, un village sénoufo, en région de Sikasso. Le village d'origine des fondateurs de la ville. Nyama Koulibaly et Fana Koro Koulibaly sont 2 frères chasseurs qui ont fondé Fana. Ils sont venus retrouver le village de Balance et Place. Nyama avait d'abord fondé Kafana qui existe encore dans la région de Sikasso. Il a choisi le nom Fana en souvenir à ce village. Ils ont été rejoints par des Traorés qui sont aussi venus de Kafana. La chefferie du village était assurée par les Koulibaly et les Traorés. Ville carrefour, à cheval entre Bamako, Ségou et Dioïla, il est traversé par la route nationale 6. Vaste de 560 km², Fana est le chef-lieu de commune de Guénéka qui compte 8 villages. La commune s'appelle Guénéka, mais nous avons aussi des quartiers ici à Fana qui s'appellent Guénéka. La commune compte 8 villages. La localité est encerclée à l'est par Wirekela, à l'ouest par Warasela, au sud par Djen et au nord par Balan. L'économie de la ville est florissante grâce au commerce et aux activités de quelques usines adossées à la production agricole. Notre économie est basée sur le commerce, le transport, l'agriculture et l'élevage. Vous pouvez constater une trentaine de véhicules chargés de marchandises et de commerçants. Le commerce est très important ici. Nous avons une vingtaine d'usines. Nous exerçons plusieurs activités économiques ici. Peuplé de 48 000 habitants, selon le recensement général de 2009, Fana est une ville cosmopolite. La population est composée des Maures, les Bamana, les Soninké, les Peuls, les Touaregs, les Moussi. Nous avons une forte communauté de Burkinabés, des Ghanéens, des Nigérians, des Sénégalais, des Béninois, qui ont des cultures différentes des nôtres.
L'arrivée massive des étrangers serait la cause des séries d'enlèvements et de décapitations. 9 décapitations en 2 ans, dont aucun cas encore élucidé. Des drames qui créent une psychose inédite au sein de la population. Cette affaire de décapitation nous inquiète. Nous demandons auprès des autorités et Dieu une assistance pour sortir de ces cauchemars. C'est la psychose à cause des assassinats atroces auxquels nous assistons. Les autorités administratives pensent à de nouvelles mesures pour que la quiétude revienne dans la ville. Nous avons entrepris des actions comme la construction d'un commissariat. Nous allons créer un poste de police dans la zone où il y a eu les décapitations. Ville à l'apparence ordinaire, Fana, le carrefour accueillant, est en passe de devenir un vieux souvenir. La cause, la triste réputation acquise ces 2 dernières années. Certains habitants n'excluent plus de faire, un jour, leurs valises. Le monument Thomas Sankara, c'est le thème de l'infographie du jour. Inauguré le 19 mai 2020, le mémorial Thomas Sankara est situé sur le site du Conseil de l'Entente à Ouagadougou. Le projet de construction de ce mémorial est né de la volonté de fédérer plusieurs initiatives visant à honorer et à promouvoir la pensée politique et les actions de la révolution burkinabé de 1983 sous le leadership du président Thomas Sankara. Ce projet, initié par l'État du Burkina Faso sur proposition du Comité international du mémorial Thomas Sankara, se veut dédié à la mémoire de la révolution de 1983, ouvert au monde contemporain africain et à l'humanité. Il est décrit comme le plus ambitieux lieu consacré à la mémoire du président Thomas Sankara, ses idées et ses œuvres. Raison pour laquelle le mémorial Thomas Sankara est actuellement l'un des sites touristiques les plus visités au Burkina Faso. La page internationale à présent avec Sokona Diakité. L'incertitude a plané jusqu'à la dernière minute. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage, s'est finalement constitué prisonnier ce mercredi 7 juillet 2021 avant minuit. Il est arrivé juste après 1h du matin. Vous savez qu'en tant qu'ancien président, il a une unité de protection présidentielle. Ils nous l'ont amené, mais maintenant nous devons prendre le relais et je dois m'assurer qu'il est incarcéré en toute sécurité et nous devons également répondre à ses besoins spéciaux s'ils ont été identifiés, a déclaré Singa Bako Nsumalo, porte-parole du département des services correctionnels, parlant de Jacob Zuma, l'ex-président sud-africain. Alors que les talibans ont lancé leur première offensive contre une capitale provinciale d'Afghanistan, Ajmal Shinwari, un porte-parole des forces de sécurité nationales afghanes, s'exprime lors d'une conférence de presse militaire en ces termes ce 7 juillet. Je veux assurer au peuple afghan que les forces de sécurité, la police et le peuple afghan défendront le peuple de l'Afghanistan en toutes circonstances. Malgré le fait que nous avons dû faire face à beaucoup de problèmes militaires temporaires, nous avons des accomplissements entre nos mains. Nous avons réussi à avoir la confiance du peuple et des politiciens, tout comme le soutien des communautés internationales. Ce sont toutes nos réussites. Tous les domaines militaires, armée de l'air, mortier, armée des terres, personnel de soutien et personnel logistique ont pris les dispositions nécessaires pour faire face à la situation sécuritaire actuelle. Leur évaluation est en cours et nous vous en ferons bientôt part. La base aérienne de Bagram est totalement sous contrôle des forces de sécurité afghanes. Une équipe officiellement autorisée, sous la supervision du chef des enquêteurs de la Direction de la Sécurité nationale, en présence des autorités représentatives des 3 départements, la défense, la sécurité et l'intérieur ont été assignés. La base de Bagram sera tenue d'évaluer toutes les questions qui sont nécessaires et un rapport sera fourni. Et la prison de Bagram, comme vous le savez, était sous contrôle du gouvernement afghan et sa sécurité sous le contrôle du ministère de la Défense. Le président du comité international olympique, Thomas Bach, est arrivé ce jeudi 8 juillet à Tokyo. Pour raison de Covid-19, il sera en quarantaine dans un hôtel pendant 3 jours, alors qu'il ne reste que quelques semaines avant l'ouverture des JO. Pour y faire face, les autorités japonaises ont instauré ce même 8 juillet l'état d'urgence sanitaire à Tokyo jusqu'au 22 août. Cette période inclut les Jeux olympiques qui sont prévus du 23 juillet au 8 août. Suivant cette décision,
La ministre des Jeux a fait savoir qu'il n'y aura pas de spectateurs lors des épreuves disputées dans la capitale. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Joliba TV News. Joliba Morning News.